précisément de l'Afrique. On dit qu'il y a un philosophe est quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut aller au-delà de l'apparence. La vérité est toujours cachée. Il faut aller au-delà de l'apparence pour trouver cette vérité qui est cachée. Je disais, quand j'étais encore enseignant de philosophie, je disais à mes élèves, un journal mentionne comme titre, parce que vous savez qu'à un certain moment, Bill Clinton, qui était le président des États-Unis, était venu au Sénégal. En son temps, c'est Abdou Diouf qui était président du Sénégal. Et un journal avait écrit comme titre, Diouf salue Clinton. Quand Clinton est arrivé, Diouf lui a serré la main. Un journal sénégalais met la photo et écrit comme grand titre, Diouf salue Clinton. Maintenant, on va déployer notre esprit critique. Pourquoi le journal a écrit Diouf salue Clinton? Pourquoi le journal n'a pas écrit Clinton salue Diouf? Pourquoi le journal n'a pas écrit Diouf et Clinton se saluent? Est-ce que le journal n'a pas voulu dire, sans le dire, tout en le disant, que c'est le pauvre qui va vers le riche? En ce moment-là, nous sommes en train de déployer notre esprit critique. Disons que le déploiement de l'esprit critique, c'est simplement le fait que le philosophe refuse de se contenter de l'apparence. Mais même vous le dites. Vous dites que l'apparence est souvent trompeuse. Donc il ne faut pas se contenter de l'apparence, il faut douter de l'apparence pour chercher la vérité qui est cachée. La vérité, elle est toujours cachée derrière, et seul le déploiement de l'esprit critique nous permet de trouver cette vérité qui est cachée. C'est bon? Vous avez vu tout à l'heure, quand je parlais du chien et du monsieur, beaucoup ont pensé que le chien a mangé l'enfant. Voilà, c'est là ne pas utiliser l'esprit critique. L'esprit critique, c'est justement le fait d'aller en profondeur, de tout vérifier avant de dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est bon? C'est pourquoi Descartes dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Ça, c'est le déploiement de l'esprit critique. Deuxième caractéristique de la philosophie. La dernière caractéristique de la philosophie, c'est la recherche du savoir. Mais ça aussi, vous le savez, un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à sa quête. C'est pourquoi Socrate nous a enseigné que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la recherche du savoir. Donc un philosophe est quelqu'un qui va à la recherche du savoir, ce n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui le recherche. C'est pourquoi, dans son introduction à la philosophie, Karl Jaspers a écrit que philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. On continue. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitive et complète. Voilà, la citation est complète. Bon, en fait, philosopher, c'est être en route. Ça veut dire que le philosophe est quelqu'un qui cherche le savoir, mais le savoir, il n'est jamais saisi dans sa totalité. On peut s'en approcher, mais on ne peut pas le saisir dans sa globalité. Voilà pourquoi un philosophe est toujours quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est modeste, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît son ignorance. C'est quelqu'un qui reconnaît son ignorance, contrairement au dogmatique qui lui prétend tout connaître. Le sophiste, par exemple, est un dogmatique, il prétend tout connaître. Le philosophe, lui, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est modeste, qui dit « moi, je ne sais rien, et parce que je ne sais rien, je vais à la recherche du savoir ». On a donc trois caractéristiques de la philosophie. Premièrement, l'utilisation de la raison. Je vous l'ai montré en vous disant que la philosophie est née lorsque l'homme a commencé à utiliser la raison pour comprendre les phénomènes naturels. Deuxièmement, j'ai montré avec le mythe de la caverne que le non-philosophe n'utilise jamais la raison, mais il suit aveuglément à la masse, tandis qu'un philosophe est quelqu'un qui ne suit que sa raison. Utilisation de la raison. Deuxième chose, je vous ai montré l'esprit critique. Un philosophe est quelqu'un qui doute de tout, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui va au-delà des apparences pour chercher et trouver la vérité cachée. Troisième caractéristique, je viens de le montrer, c'est la recherche du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède la vérité, mais c'est quelqu'un qui va à sa recherche. Ok? Alors, supposons qu'on vous donne le sujet suivant. Peut-on connaître l'identité de la philosophie? Peut-on connaître l'identité de la philosophie? Je vais dire thèse, oui, on peut connaître l'identité de la philosophie. Voilà les trois caractéristiques. La raison, l'esprit critique et la recherche du savoir. Non, la philosophie, on ne peut pas la connaître pour deux raisons. La première raison, donc ça c'est l'antithèse. La première raison, c'est que les philosophes sont en désaccord. La seconde raison,
c'est que chaque philosophe donne une définition qui n'est valable que pour son époque. Lorsqu'on change d'époque, cette définition ne sera plus. C'est bon? Deuxième chose que je veux dire rapidement par rapport à cette affaire, c'est le rapport qui existe entre la philosophie et la science. On va dire cette chose autour de trois axes. Je préfère le faire comme ça pour que ça reste dans la tête. J'ai parlé tout à l'heure de couple. On va garder la même image du couple. Le rapport entre la philosophie et la science, c'est comme une relation dans un couple. Mariage, divorce, réconciliation. Ok? Donc, rapport entre philosophie et la science, c'est autour de ces trois points. Mariage, divorce, réconciliation. Mariage, pourquoi? Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, la philosophie et la science étaient ensemble. Vous le savez, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. C'était un couple heureux. Les philosophes étaient les savants et les savants étaient des philosophes. Vous savez que le mot philosophie a été créé par Pythagore de Samos. Or, Pythagore était un mathématicien. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est ce Pythagore de Samos lui-même qui était revenu d'Égypte, en Grèce. Ses amis lui ont dit, Pythagore, maintenant tu es un sophos, tu connais tout, parce que tu as séjourné pendant longtemps en Égypte. Pythagore leur dit, il n'y a que Dieu qui connaît tout, qui est un sophos. Les hommes, quant à eux, ne peuvent être que des philosophos, c'est-à-dire des amoureux de la sagesse. C'est comme ça que la philosophie est née. Donc, le premier à avoir utilisé le concept de philosophie n'est pas un philosophe, c'est un mathématicien du nom de Pythagore. C'est pour vous montrer que la philosophie et la science étaient très proches l'une de l'autre. Platon, vous le savez, il avait écrit devant l'Académie, nul n'entre ici, il n'est géomètre. Ouais. Pourquoi? Platon, il devait écrire devant son école, nul n'entre ici, s'il n'est philosophe, c'est ça qu'il devait écrire. Mais il écrit, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ça signifie que la géométrie et la philosophie signifiaient la même chose. Que celui qui fait de la philosophie fait de la géométrie en même temps. Voilà ce que ça signifie. Donc, il n'y avait pas de distinction entre la philosophie et la science. On peut aller plus loin. Vous connaissez que dans les principes de la philosophie, Descartes assimile la philosophie à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et les branches, les différentes sciences qui se ramènent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc pour Descartes, la philosophie englobe toutes les sciences. Descartes est du XVIIe siècle. Ça veut dire donc que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de distinction entre la philosophie et la science. Philosophie et science constituaient un même ensemble, c'est pourquoi je parle de mariage. C'est bon? Donc premièrement, c'est mariage, parce que philosophie et ensemble, qu'est-ce que je dis? Philosophie et science constituaient un ensemble sans problème. Mais à partir du XVIIIe siècle, les sciences vont partir, vont prendre leur indépendance par rapport à la philosophie et il va commencer ce qu'on va appeler le divorce. À partir du XVIIIe siècle, c'est le divorce parce que la science se retire de la philosophie. Et la science commence à critiquer la philosophie. Donc non seulement la science quitte la philosophie, mais commence à critiquer la philosophie. C'est comme dans tous les divorces d'ailleurs. Dans tous les divorces, l'un et l'autre membre du couple commencent à critiquer son prochain. La femme critique le mari en disant, bon, lui, il ne donne jamais une dépense complète, ou alors lui, il est très méchant, ou lui, il vient toujours tard à la maison. Bref, la femme n'est pas satisfaite du monsieur. Mais le monsieur aussi n'est pas satisfait de la femme. Elle ne prépare pas bien la cuisine. Elle passe tout son temps à regarder des films. Elle n'est pas soumise à moi. Bref, chacun critique l'autre. Là aussi, c'est la même chose. La science, c'est surtout la science qui va critiquer la philosophie, en disant que la philosophie est trop théorique, trop abstraite. La philosophie est trop théorique, trop abstraite. Elle ne règle pas les problèmes de l'homme. Voilà ce que la science a dit à la philosophie. Elle dit à la philosophie, vous êtes trop théorique, vous êtes trop abstraite, et vous ne résolvez pas les problèmes de l'homme. Donc la philosophie ne résout pas les problèmes de l'homme. Et la science, tout le monde sait qu'elle résout les problèmes de l'homme.
La science résout bien nos problèmes. Moi, je donne souvent l'exemple de la famille des heures. C'est quoi les heures? Climatiseur, ventilateur, téléviseur, réfrigérateur, ordinateur. Vous pouvez continuer, n'est-ce pas? Donc, il y a une famille des heures qui montre évidemment que la science est utile. Et si vous prenez le domaine de la médecine, si vous prenez le domaine de la télécommunication, si vous prenez le domaine des transports, vous vous rendez compte évidemment que la science est aujourd'hui indispensable à l'existence humaine. On est d'accord? Et la philosophie, elle? La philosophie, elle, se contente simplement de bavarder. On a dit tout à l'heure, le philosophe pose des questions, mais n'apporte jamais de réponses. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. C'est pourquoi Hegel dit que la philosophie arrive toujours en retard. Hegel dit que la philosophie est comme l'oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule, lorsque toute une vie a déjà fini de se réaliser. Ça veut dire que pendant toute la journée, c'est la science qui travaille, qui règle les problèmes de l'homme. Et quand la science a fini de travailler, c'est en ce moment-là seulement que la philosophie arrive et commence à nous parler de l'au-delà, de l'âme, du destin. On dit, toi, tu es inutile. Au moment où les problèmes étaient là, au lieu d'être là pour régler les problèmes, c'est la science qui était là, qui a réglé tous les problèmes. Et maintenant que la science a fini de régler les problèmes, c'est en ce moment-là seulement que toi, tu te présentes. Il y a un philosophe togolais du nom de Khama Bassili Tolo qui a écrit un article intitulé Le moins fou de tous. Le moins fou de tous. Il raconte l'histoire d'un prof de philo qui était très méchant, qui donnait toujours de mauvaises notes à ses élèves. Ils sont tous comme ça. Hein? Et le prof de philo a été envoyé après en prison. Il a été emprisonné. Et malheureusement pour lui, il a eu pour gardien de prison un de ses anciens élèves à qui il donnait toujours entre 1 et 2. Et quand l'élève a vu le prof dans la prison, il était content. Il a dit très bien. Maintenant, je vais devoir prendre ma revanche. Et il dit, tous les jours, je vais donner au prof sa ration. Donc, il lui donne le petit déjeuner le matin, il le sort de la cellule et il lui casse la gueule. À midi, il lui donne à manger, il le sort de la cellule et il lui casse la gueule. Le soir, le dîner et casser la gueule. Il dit c'est ça les 3 rations journalières du prof. Et puis après, ses camarades, les collègues du policier, lui ont dit, mais toi, pourquoi tu t'acharnes sur ce monsieur, sur ce prisonnier? Tu le frappes toujours, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, c'était mon prof de philo. Et puisqu'il m'a donné toujours entre 1 et 2, voilà, maintenant il est là, c'est bien, je prends ma revanche. Alors ils disent, oh monsieur, toi tu es un fou. Nous n'avons jamais fait de philosophie. Puisqu'il est là, il est prof de philo. Maintenant, tous les matins, on va l'amener dans nos bureaux puisqu'il nous enseigne la philosophie. Comme ça, toi, tu le laisses tranquille. Alors, ils sont allés voir le prof. Ils lui ont dit, écoute, toi, ton ancien élève là, il te fatigue. Maintenant, on va te sortir tous les matins. On t'amène dans nos bureaux, tu nous enseignes la philosophie et maintenant, on ne te frappera plus jamais. Le prof de philo était content. Le lendemain, il devait commencer sa première leçon devant les gardiens de prison. Il dit, qu'est-ce que la philosophie? Il dit, c'est le fait de chercher le savoir qu'on ne trouve jamais. Alors les gardiens ont dit, cassons-lui la gueule. Nous tous. Parce que celui-là, il va nous fatiguer. Au lieu de nous dire comment on peut faire pour avoir du riz, pour avoir des bananes, pour avoir de l'huile, pour régler le problème de nos familles, il nous dit qu'on cherche un savoir qu'on ne trouve jamais, alors on va lui casser la gueule. Donc c'est pour vous dire en fait que la philosophie semble inutile, elle ne règle pas les problèmes de l'homme, tandis que la science, elle, est là pour régler de façon pratique, les problèmes auxquels les hommes sont confrontés au quotidien. Ok? Donc voilà qui fait que la philosophie a tendance à être reléguée au second plan. Donc au XVIIIe siècle, il y a eu divorce entre la philosophie et la science, mais dans ce divorce, c'est la science qui l'emporte largement, parce que c'est la science qui critique la philosophie, et les hommes accordent beaucoup plus de confiance en la science qu'en la philosophie. Les gens accordent plus de confiance en la science qu'en la philosophie. C'est pourquoi Fougerola
dit que toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Pour Fougerola, à chaque fois qu'il y a compétition entre la philosophie et la science, c'est la science qui l'emporte. Il n'y a rien à dire, la philosophie elle est toujours reléguée au second plan parce que les gens ont peur de la philosophie. Oui, à chaque fois qu'on parle de philosophe, on dit quoi? C'est un athée, c'est un fou, c'est un marginal. Donc la philosophie a tendance à être reléguée au second plan. Par contre, quand on dit de quelqu'un qu'il est un savant, vous voyez, on a tendance à le respecter, à le célébrer, à le privilégier. La science donc est privilégiée par rapport à la philosophie. C'est le deuxième moment qui est le divorce. Mais alors, je viens de dire tout à l'heure que la science est privilégiée. Mais pensez-vous que la science règle seulement tous les problèmes de l'homme? Est-ce que la science elle-même ne crée pas des fois des problèmes? Exemple de problème de la science, oui, la bombe atomique. Donc la science fait des conneries. Et puisqu'elle fait des conneries, il faut que la philosophie revienne à ses côtés pour la moraliser. C'est le troisième point, la réconciliation. La réconciliation, c'est le fait que la science fait des conneries, fait des dérapages, et qui, évidemment, vous n'allez jamais écrire sur une copie des conneries. On dit plutôt des dérapages. La science fait des dérapages, et il appartient à la philosophie de moraliser la science. Science sans conscience. Qui a dit ça? Oui, c'est Rabelais. C'est Rabelais. Quelqu'un a dit que c'est Alpha Blondy. Bon, c'est Rabelais. Ok? Donc, la science fait des dérapages. Votre camarade a parlé de la bombe atomique, la pollution, les effets de serre, quoi? La cybercriminalité, c'est-à-dire la criminalité qui se fait par le net. Vous voyez, tous les jours, là, il y a des truands au niveau du net qui vous disent que vous avez remporté le gros lot. Vous n'avez jamais vu ça? Ou à travers même votre téléphone portable, vous avez remporté le gros lot, envoyé de l'argent, etc. Si vous ne faites pas attention, on va vous escroquer. C'est des escrocs qui sont au niveau du net. C'est ça que l'on appelle la cybercriminalité. C'est des criminels par le biais du réseau Internet ou par le biais même du réseau du téléphone portable. Merci. Donc, si je me résume, le rapport entre la philosophie et la science, c'est 3 points. Le mariage, la philosophie et la science constituent un angle.